Il nous faut des mythes, de nouveaux mythes pour de nouveaux temps. Il nous faut des recomposeurs de mythes pour les siècles troublés. Parce que qui tiendra la torche dans les souterrains sombres et incertains, jusqu'à s'en brûler les doigts peut-être? Qui guidera, pas par courage non mais par devoir? Vous, moi, eux, nous? Qui suivrons-nous et jusqu'à où? Prenons garde aux ombres fuyantes dans le noir. Rien ne ressemble plus à une guerre invisible qu'un assoupissement joyeux. Si l'artiste ne trouve pas la voie restera close. Il n'y a au monde que deux choses, l'homme et le monde. Le premier est loquace, curieux, éphémère et ambivalent. Le second est muet, impassible, éternel et formel. Et de la friction de ces deux protagonistes naît tout. L'homme ne peut faire autrement que d'exiger. La philosophie, la pensée, l'élévation, la poésie, le mythe, l'art, toutes ces choses au fond sont le produit de l'exigence du petit être chaud, apparu presque par erreur dans un immense tout froid et silencieux. Si l'univers voulait l'homme plus absurde, eh bien, il l'aurait fait davantage certain et moins conscient. L'esprit n'est alors qu'une machine à gérer la rencontre de ces deux antagonismes primordiaux et les étincelles imprévisibles et souvent inexplicables qui en résultent. Ainsi, de tous, ceux que j'aime aujourd'hui le plus sont ceux qui s'obstinent à faire quelque chose de ces étincelles. Et de tous, ceux que j'estime le moins sont ceux qui les nient, par confort ou par bêtise, ou pire encore, qui les combattent par aversion et souci de contrôle. Ne vous y trompez pas, nous sommes en guerre et nous perdons. Les armes de l'homme face au non-sens sont les mêmes depuis l'aube du monde. Les mythes, décodeurs de l'indécodable, traducteurs de l'incompréhensible. Alors, une question pour aujourd'hui. Quels sont les mythes que nous devons réactualiser pour débusquer les nouveaux molosses invisibles, métaphoriques ou technologiques, qui nous menacent? Car ils sont là, juste derrière la porte, comme toujours et pour toujours. Aujourd'hui, je discute avec Albert Camus et son mythe de Sisyphe. La suite, ce sera à vous de l'écrire. Je fais un mythe, et bien faites donc les autres. Si vous pensez que je peux tenir seul dans cette bataille, vous me prêtez une force que je n'ai aucunement. Au travail. Bienvenue au Dolmen. Si vous aimez ma plume, mes textes, mes idées, ou pas d'ailleurs, peu importe, même si je vous insupporte, surtout peut-être si je vous insupporte, si je vous mets mal à l'aise en tout cas, si je gratte à des endroits inconnus ou trop connus, dans tous les cas, la meilleure chose que vous puissiez faire pour moi et pour vous serait de lire mon dernier livre, S'anomaliser. Si le combat reste uniquement numérique, la bataille peut être effacée du jour au lendemain. Mais sur votre bibliothèque, j'aurai au moins servi peut-être à quelque chose. Permettez-moi d'exister physiquement, le dolmen s'incarne d'abord grâce à vous. Le lien du livre est en description. Bonne lecture et bonne vidéo. Mon cher Albert Camus, je comprends très bien l'intention. Né d'un siècle qui cherchait partout l'odeur du salut, entouré d'hommes et de femmes dont la religiosité conquérante devait provoquer chez vous une insupportable remontée gastrique, vous avez écrit votre mythe de Sisyphe. Vous avez écrit pour aider les hommes, pour leur dire en une phrase « Tente de te borner à ton petit paradis terrestre moyen, plutôt que de tendre vers une incertitude béate de ce qu'on en sait, pour l'instant, tout à fait hypothétique. » Vous avez écrit votre mythe de Sisyphe contre ce qui sauve de la vie,
dans un siècle qui voulait avant tout s'en échapper, dans une époque qui trouvait vulgaire l'idée du monde immédiat et qui se perdait en conjectures. Vous avez sonné le rappel à l'ordre du présent palpable. Vous avez dit « Contentez-vous de vivre ». Et en cela, oui, vous avez bien fait. Car vous étiez un homme de vie, un homme de la matière. Vous étiez des grands qui n'acceptent pas d'être sauvés et pour qui l'après n'est au mieux qu'une cerise à laquelle il s'interdit de penser. Vous étiez homme du maintenant et de l'extase d'ici, homme de petites et de belles certitudes et certainement pas de grandes conjectures. Vous étiez de ces hommes dont les blessures fleurissent à la longue et qui refusent, par principe, tout palliatif évanescent. Mais en accomplissant votre mission, vous ne pouviez pas vous douter un instant de ce qui se tramait derrière la frame historique. C'est toujours d'ailleurs le problème des idées et des mythes. On sous-estime bien souvent leur puissance et on oublie qu'il faut les réactualiser pour qu'ils conservent toute leur vigueur. Joseph Campbell écrit « Les mythes doivent être gardés vivants et ceux qui les gardent en vie sont les artistes. » Aujourd'hui, votre Sisyphe, qui était en votre temps l'exception bienvenue, votre œuvre, est devenue notre perpétuel commun. Votre mythe salvateur est devenu, je suis désolé de le dire, notre enfer. Si votre Sisyphe fut seul à se borner amoureusement à son rocher, entouré de prêtres allongés dans l'herbe à parler du peut-être et du possible, j'ouvre mes yeux d'homme aujourd'hui et je vois des millions d'êtres absurdes, poussant de toute leur force leur rocher. Je vois partout votre passion sans lendemain. Je vois ce monde dont l'homme se pense aujourd'hui seul maître. Je vois ces foules triompher dans le concret, où comme vous l'écriviez, tout pouvoir abstrait a été humilié. Camus, vous avez créé votre armée. À perte de vue, je vois ces hommes dont vous parliez si bien, ces hommes qui exigent de vivre seulement avec ce qu'ils savent, et je les entends hurler, leur révolte sans attente et sans lendemain. Vous avez, malgré vous, appelé de vos vœux notre nouvelle inertie. Vous avez construit une philosophie belle, magnifique, théorique, pour poètes aériens ou pour artistes, qui fut malheureusement appliquée par des hommes déjà beaucoup trop terrestres. Vous avez tiré sur les chevilles des chamans lévitants du peut-être, nous sommes aujourd'hui écrasés par des enclumes de la quotidienneté matérielle. Le siècle est devenu absurde, au-delà même de toutes vos espérances. L'homme s'est lesté, oui, et quelque part, vous lui avez montré comment faire. Vous avez exigé des hommes qu'ils se contentent et peinent longtemps dans la même direction. Et ils vous ont écouté, religieusement. Ces fous vous ont lu à la lettre. Et vous, qui au fond étiez homme des sens, votre Sisyphe était pour vous un compromis. Votre absurde était un moyen de ne pas vous perdre dans vos envols des sens, dans l'extase perpétuelle qui était la vôtre. Vous étiez d'ailleurs bien davantage un poète qu'un philosophe. Mais les hommes, ceux qui ne sont ni philosophes, ni poètes, ni croyants d'aucune sorte, les hommes de la terre, les hommes qui souffrent et qui questionnent le soir venu, ceux qui n'ont pas reçu en cadeau l'extase invétérée, c'est-à-dire en vérité, virtuellement, tous les hommes. Sur leur sort à eux, eh bien vous vous êtes trompés. Qu'ils vous aient lu ou non, peu importe, nous voilà maintenant devant le fait accompli. Je regarde mon siècle, crûment, et que vois-je ? Je vois votre absurde Camus, partout. Et je vois qu'il ne sauve guère, qu'il n'élève que les meilleurs d'entre nous, et encore pas si haut. Je vois qu'il est la condition commune. Je lis et relis les dernières pages de votre livre, où vous dites, en parlant de votre homme absurde, je cite, « Il se sait maître de ses jours. Sisyphe enseigne la fidélité supérieure, qui nie les dieux et soulève les rochers. Lui aussi juge que tout est bien. Cet univers désormais sans maître ne lui paraît ni stérile, ni futile. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux. » Mais Camus,
Votre Sisyphe est un poète, et ceux que je vois autour de moi, que j'aime et tente d'aider dans son pas, ils poussent leurs rochers, s'en font un destin, mais lorsqu'arrivés en haut, pour le jour, redescendant la montagne, ce qui les gagne, ce n'est pas l'extase minérale, mais l'hébétement glacial et abstrait. Votre Sisyphe est capable d'extase. Ceux que je vois se contentent de l'acte. Ils ne disent pas « tout est bien », ils se taisent, trop fatigués pour s'autoriser la tristesse, s'endorment et recommenceront au lendemain. Le monde est comme il est. Voilà le mantra du Sisyphe moderne, voûté et agonisant. Et c'est tout. Si l'obsession terrestre fonctionnait, oui, dans un siècle surenchanté, elle est aujourd'hui notre coup de grâce. L'absurde ne fait qu'encourager ces nouveaux fous dans leur folie. On leur dit de pousser dans leur tunnel, alors ils poussent. Je ne sais pas s'il faut imaginer Sisyphe heureux, mais je pense qu'il faut vous imaginer heureux, vous, Camus, oui, avec tout juste ce qu'il vous faut d'absurde pour mener votre vie d'homme comme il se doit. Mais vous êtes une espèce rare, monsieur. Vous êtes de ceux qui manquent d'absurde. Nos conditions sisyphéennes sont autrement moins prosaïques. L'absurde de mon siècle est laid, Camus. Laid comme une suite d'actions sans vie que l'on se donne pour destin. Et il est partout. Plus je le relis, plus votre mythe prend des allures de tableau psychologique infernal. Vous avez senti le vent froid au passage de l'homme moderne à l'homme post-moderne. Le premier tentait de se sauver par les mondes transcendants. Le second s'endort pour ne plus souffrir. Il se supprime par votre rocher. Il fait de l'absurde sa religion impensée et impensable, support de ce qu'il ne peut plus concevoir. Camus, vous avez écrit une solution créative à un problème passager, et votre solution est devenue notre condition tragique. Vous deviez forcer votre esprit à refuser toute transcendance. Ici, on est privé de racines, d'espoir, de souffle et de Dieu, au singulier ou au pluriel. Tout le malheur des hommes de mon siècle est qu'ils sont persuadés d'avoir à se donner un destin, qu'ils s'obstinent à éteindre leurs pressentiments, qu'ils s'enorgueillissent de leur convenance au règne de l'absurde. Tout le malheur de mes contemporains est qu'ils pensent, comme vous l'écriviez, que leur destin leur appartient. Leur destin ne les élève plus, ne les guide plus. Ils en sont les propriétaires responsables et très souvent déçus. Leur destin les abîme. Ils sont responsables et coupables. Rendez-vous compte, on a dit à des millions d'êtres que leur vie n'avait que le sens qu'ils parvenaient à y modeler. Leur crise et leur souffrance deviennent alors leur responsabilité, sans échappatoire. L'absurde, élevé en valeur, nous rend seuls responsables de notre malaise dans un monde froid et fondamentalement incohérent. L'homme devient une conséquence dérivant dans un contexte censé, par la seule force de sa volonté idiote, trouver le supposé sens de sa vie. On a rendu les hommes responsables de leurs rochers. On a fait de la vie quelque chose que l'on se donne à soi-même. Vous nous avez dit de jouir du présent, de le manger, de s'enivrer de l'immédiat. Oui, tout ça, comme Don Juan, comme des conquérants de l'instant, comme des collectionneurs d'images. C'est beau, bien sûr, mais l'eau ici est croupie. Les images sont faussées, de nouveaux dieux sont arrivés. Des êtres vivant à la frontière de nos consciences, des formes étranges que l'on n'appréhende pas encore clairement, qui accaparent et contrôlent notre attention malade par de nouveaux outils technologiques. Vous nous avez écrit de tomber amoureux de l'existant, de la roche, de l'eau et du soleil, sans penser que tout ceci pouvait aussi pourrir. L'immédiat, le présent matériel, est contaminé aujourd'hui par des forces que vous ne pouviez soupçonner. L'ici est contaminé, Camus. Les images sont fautives, le destin qu'elles vantent est pourri, vrillé, corrompu. Nos yeux, en redescendant de la tâche, sont voilés. Nos intériorités, nos consciences sont détournées.
Si le destin pousse pendant la vie d'un homme, s'il n'est au fond que celui que l'on se donne, alors mon siècle est mort, Camus. Car personne ne sera bientôt plus en mesure de se donner le moindre destin singulier digne de ce nom. Personne ne pourra bientôt plus relever la tête suffisamment longtemps pour s'extasier. Des automates somnolents ne s'inventent aucune impulsion de vie. On ne résoudra rien au milieu d'un instant que l'on nous vole. Si la vie n'a que le sens que l'on s'obstine à lui donner, alors je crains que nous ne soyons perdus. Si tout part de nous, alors oui, tout est peut-être foutu. Le sens de nos vies ne vient pas simplement de l'alignement de notre tâche absurde quotidienne. Le rocher est lesté, le paysage est devenu immonde, le jeu est truqué, le rocher devient un alibi derrière lequel nous nous réfugions. Notre Sisyphe est aujourd'hui réduit à l'esclave décérébré que les dieux ont voulu faire de lui, abruti par la répétitivité vide de sa tâche. Je jure qu'il n'y a sur son visage nul sourire, nul éclair de défi, nulle jouissance de la révolte à la face du monde en haut de sa montagne. Je l'ai bien regardé et droit dans les yeux. Il ne cache pas son jeu, il est mort et quand même actif. Il n'y a même plus d'espoir. Il pousse car il ne sait plus faire autre chose. Tout est là. Vous aviez le choix de pousser. Nous poussons par dépit, par ignorance ou par pure sentence. Nous poussons par imitation mortifère, par condition. Notre Sisyphe peine et c'est tout. Plus rien n'émerge de la répétition aveugle et j'en suis désolé. Sisyphe, ici et maintenant, finit fou et aliéné et certainement pas heureux. Tout ça, vous l'aviez pressenti. L'absurde n'est pas la solution, c'est le problème, c'est le mal que vous aviez trouvé. Et d'ailleurs, vous l'aviez pressenti lorsque dans vos noces, vous écriviez « Où est l'absurdité du monde ? Avec tant de soleil dans la mémoire, comment ai-je pu parier sur le non-sens ?» Exactement. Votre essai, le mythe de Sisyphe, n'est pas un pari, c'est aujourd'hui devenu une plainte qu'il faut relire comme un portrait criant de nos nouvelles conditions. L'absurde est une belle fiction par la plume, mais douloureuse en action. Ici-bas, elle n'a sauvé aucun mortel, elle n'a fait au mieux qu'exciter quelques esprits élus et offrir un alibi à nos souffrances en les transformant en règles communes, en religion sans Dieu, sans rien. Le mythe de Sisyphe mériterait un sous-titre. La conscience prolétarisée. L'être humain n'est pas un être de petite vérité, c'est un être de grandes espérances, d'inquiétude, de crainte, de questionnement. Ne vous en déplaise. Même et surtout lorsqu'il n'a plus grand-chose, c'est à ce moment qu'il se demande et qu'il parle à l'horizon. Je sais qu'au fond nous tomberions d'accord, je me sers de votre thèse bien sûr, mais nous jouons ensemble. Nier le souci de l'homme, c'est nier son existence. Il n'existe que par cette obsession qu'il a à toujours se retourner et contempler le vide au bord duquel il marche. Sisyphe ne s'arrête que pour s'en retourner à sa pierre et s'interdit de regarder le vide qu'il gravit chaque jour. Trouver l'absurde était pour vous un effort de volonté. Pour nous, c'est une évidence quotidienne, une évidence blessante. Nous, vivons en absurde croissant. Supporter l'existence, ce n'est plus suffisant pour vivre. S'agiter, ce n'est plus nécessairement se donner un juste destin. Le jeu s'est complexifié. Vous vous forgiez des images, un destin, dans un air encore suffisamment pur, je comprends, et je vous envie. Mais 4 bonnes bouffées de notre air infecté vous auraient fait changer d'avis instantanément quant à votre volonté de construire ici et maintenant les fondations de votre palais. Vous savez, si seul le temps de nos vies compte, déterminé par nos vies mêmes, alors vous venez de condamner des marées d'hommes et de femmes à des non-destins. Pire, vous les rendez seuls responsables de leur aliénation. Vous les lestez de leurs conditions tragiques avec une bonne tape dans le dos. Le temps de nos vies
ne peut pas avoir de valeur qu'en lui-même. Votre Sisyphe avait une mission, j'entends. Le nôtre n'a plus qu'une besogne. Votre Sisyphe avait sa volonté reine qui faisait sa joie espiègle. Le nôtre n'a plus ni volonté, ni attention. En admettant qu'il parvienne encore à détourner ses yeux des tunnels numériques qui l'aspirent et le vident, eh bien, il ne voit plus très bien pourquoi il devrait pousser sa pierre à s'en tuer. Collectionner des moments, cela ne suffit plus à faire une vie si les moments sont médiocres. C'est un récit sans intrigue, un scénario sans apogée, une flèche sans direction, sauf celle qu'elle se donne, me répondrez-vous ? Super, navrant, pléonasme, tautologie existentielle, insatisfaisant. Je mange les girouettes du « tu donnes le sens à ta vie », ce sont nos nouveaux fûts. Voilà donc où nous nous retrouvons. Béat, c'est là que je suis rendu. Je cherche la nouvelle révolte. J'imagine que vous cherchiez aussi la vôtre, en votre temps. Je n'en doute pas. C'est d'ailleurs notre mission, notre mantra à nous autres. Par où faut-il mener bataille ? Quelles causes méritent nos forces ? Quels sont les pièges que nous ne voyons pas et vers lesquels nous nous précipitons en dansant ? La tâche de l'artiste est de pressentir, d'expliquer ce qu'il ne fait qu'envisager dans le lointain. Il doit parler de l'ineffable à venir pour que les autres puissent s'y préparer. Vous aviez vu juste dans le brouillard, un peu trop tôt, c'est tout. Éclaireur Camus, oui, vous l'étiez, mais au loin on ne discerne pas toujours les griffes des couronnes. Permettez-moi donc de conclure sur autre chose, car il nous faut un nouveau Sisyphe pour un nouveau siècle, un Sisyphe qui suivra son destin au lieu de l'inventer, un Sisyphe qui se nourrisse d'images plus anciennes et plus intouchables que celles qu'il pourrait espérer construire ici-bas. Trouvons une autre jarre pour nos destins. Obéir à la flamme ne suffit plus pour distinguer les fadaises des prophéties. Il faut lui parler, parler avec la flamme. Je crois au souffle de l'avant-vie, aux doigts silencieux qui marquent les lèvres de ces entreprenants amnésiques. Tout en haut, et de tout temps, se tiennent d'innombrables petites réunions élégantes. Dans une grande salle sans mur, au noir galactique, réfléchissant une lumière invisible, assis en tailleur, se trouvent deux êtres. Par convenance, donnons-leur la forme d'un petit garçon ailé et agité, votre daimon d'un côté, et d'une enveloppe humanoïde, luminescente, filiforme et agile, pour votre âme de l'autre. Nos deux amis délibèrent, ils parlent de vous, du vous à venir bientôt. Votre daimon est passionné, il ne tient pas en place, il veut faire valoir son opinion à tout prix. Votre âme, quant à elle, est plus tempérée, elle réfléchit longuement et posément. Leur discussion me semble interminable. D'ici, je n'en perçois que la rumeur. Ils parlent de votre vie, de vos douleurs, de votre famille, de votre bonheur, de vos rêves. Ils pèsent le pour et le contre, estiment la saveur de l'ensemble, font des projections, des conjectures, dessinent des droites, calculent et disposent. J'ai même vu votre daimon tremper son doigt pour goûter. Il regarde le monde, hésite, parcourt les voies du temps dans tous leurs sens. Il vous cherche. À force, une image prend forme, des motifs, des couleurs. Quelque chose se fige au-dessus d'eux, comme conséquence de leur délibération. Ils tombent, enfin, d'accord. Les deux se relèvent et se serrent la main, pressés. L'image est fixe et belle, vous êtes en bas, prêts, il faut plonger maintenant, tout de suite. Un trou de lumière se forme alors sous leurs pieds, dans lequel ils s'élancent tous les deux, quittant la salle des choix pour le choix du monde. Dans la descente, votre âme oublie.
Elle se réfugie dans le corps d'un nouveau-né, entièrement amnésique, sonné et aveugle. Elle ne sait plus rien de ce qu'il s'est dit là-haut. Mais votre daimon, lui, n'oublie pas. Le daimon n'oublie jamais, mais il se fait discret. Daimon pour les Grecs, génie pour les Romains, ange gardien chez les chrétiens, cœur chez les romantiques, qu'importe. Vous entrez dans le monde suite à une délibération inaccessible, chargée d'une image oubliée, affleurante, qui vous guidera, pour peu que vous sachiez l'écouter. Car vous n'êtes que le véhicule d'un impératif incompréhensible, mais bien vivant. L'esprit de ce mythe vient de la fin de la République de Platon et du mythe d'Er, selon lequel tous les êtres humains arrivent dans le monde chargés mais ignorants. Munis d'un daimon, celui-ci ayant préalablement et précautionneusement choisi de faire de vous son porteur pour la mission qu'il compte achever. Vous êtes le résultat d'un élan, le porteur d'une image à réaliser. Cette image, c'est votre destin, la raison de votre incarnation. Vous servez l'incompris. Votre vie n'est pas ce qui détermine, mais ce qui a été déterminé. Le contexte sert l'élan préalable en lui permettant de germer. Le destin platonicien n'est pas un but existentiel, mais une image inconsciente et individuelle que chacun de nous porte au cœur de la poitrine et qu'il doit pressentir le temps de sa vie. Nous sommes des porteurs de tableaux, les yeux bandés, qui trébuchent dans le noir. La fonction des mythes n'est pas et n'a jamais été d'expliquer, mais bien de nous accompagner. La fonction des mythes est d'offrir des échappatoires à l'esprit malade ou terrorisé. Pensez autant que vous voulez, que vous n'en avez plus besoin. Dites-moi que ce sont des balivernes grossières. Agitez-vous, protestez, messieurs. Je sais ce qui me rend heureux. Et je sais que comme moi, sans histoire, vous resterez triste. Je sais que nous sommes égarés et que nous avons besoin de nouvelles histoires. On ne devrait alors juger une idée ou une conviction qu'à l'élan vital qu'elle nous offre. L'homme n'a au fond de responsabilité que les histoires qu'il se donne en maître. Et en ce qui nous concerne, nous sommes devenus trop raisonnables pour être exactement vivants comme il le faudrait. Les mythes sont des histoires à élan, à la puissance inégalée. Faites donc attention à l'histoire que vous vous racontez sur vous-même. Beaucoup d'idées sont devenues trop justes et trop claires pour rendre heureux et servir à autre chose qu'à alimenter notre impuissance et justifier notre malheur. Votre cœur manque d'élan. À vouloir tout comprendre de ce que vous laissez pénétrer en vous, vous vous asséchez. La modernité dépeuple nos esprits et tue nos métaphores. Elle ridiculise nos mythes en les faisant passer pour des histoires crédules et idiotes, pour des contes naïfs, pseudo-historiques. Alors que les mythes sont nos armes, nos torches. N'acceptez pas d'être privés de parfum d'esprit. Ce sont vos décodeurs. On déshabille l'homme en stérilisant ses histoires. Puis l'on s'étonne ensuite qu'il trouve refuge derrière son caillou douloureux et s'en fasse toute une philosophie. Je me souviens d'avant, quand ma vie était en doute, quand j'étais somnolent, puis quand j'ai cru qu'embrasser le non-sens et lui donner forme de mes mains me sauverait, quand je croyais pouvoir fuir sur l'élan d'action. Je ne regrette pas, non, la tendresse est l'œil intime du temps. Mais je me souviens, quand tout était écho quotidien, que je croyais qu'il suffisait de s'emplir de l'onde du marteau qui percute le sol pour se déclarer vivant. On ne nie jamais plus nerveusement un monde qu'au pas de sa porte. On ne nie jamais plus nerveusement un monde qu'au pas de sa porte. Il y a nier le destin, y croire et le suivre. 3 stades, 3 types d'hommes. Alors, si vous tenez à croire à votre Sisyphe absurde, rappelez-vous qu'à vouloir faire une théorie du destin sans destinée, un destin manufacturé et absurde, on se retrouve très vite à servir un système aveugle,
enchaîné à une condition tragique. En ce qui me concerne, je prie entre autres mon daimon, car en lui, je trouve la chaleur de l'avancée. Je m'en remets à lui pour la suite. Ne priez pas des mythes qui font de vous de petits êtres nus, jetés dans un présent absolu, sans autre but que de vivre et d'accumuler l'instant. Ne pas se peindre, c'est subir, oui. Mais qui parle de la provenance des pigments? Si vous étiez drôle, j'aurais appelé cette vidéo « Contre le relativisme colorimétrique ». La vie n'a évidemment pas le sens que vous lui donnez, elle a le sens que vous êtes là pour lui donner. L'absurde et sa révolte sont des démissions qui s'inventent un panache. Le jeune occidental voit en noir et blanc, puis découvre la palette et s'enorgueillit. J'attends le jour où il frissonnera comme j'ai frissonné en osant se demander l'origine des couleurs. Croire que vous êtes le seul responsable du sens de votre vie, ici et maintenant, c'est s'exposer sans armure face aux armes de l'époque. C'est dire « dévorez-moi » et s'ouvrir le ventre, et y trouver la justification à son existence précaire. C'est mourir sous le poids de l'immédiat. Pour se mettre en marche, au contraire, il nous faut un feu. Un feu qui ne vienne ni tout à fait d'ici, ni tout à fait de là-bas. Une jonction. Sisyphe fut condamné au châtiment éternel, et je ne peux me résoudre à admirer le châtiment. J'admire les méfaits succulents de Sisyphe. J'admire la fondation de Corinthe à la barbe des dieux. J'admire Sisyphe le bâtisseur, pas Sisyphe le damné. J'admire Sisyphe le fondateur des temples. J'admire Sisyphe qui se savait chargé, non pas d'une labeur, mais d'une image. J'admire Sisyphe l'entre-deux-mondiste. J'admire Sisyphe l'artiste exagéré, pas Sisyphe le fordiste transi. Dans un monde contaminé contaminant, l'impulsion doit précéder, au risque de périr. Les images ne peuvent pas venir d'ici. Votre vie est un contexte de germination savamment choisi. Des poètes qui se prennent pour des jardiniers, nés pour déployer, les voilà qui s'obstinent à concevoir. Quelle drôle d'idée! La question n'est pas de savoir ce qui ici est vrai, mais de savoir ce qui ici nous rend puissants. L'absurde consume, le destin poétique et physique conforte. Vous n'êtes pas là pour rien. Transporteur d'images, je sens que la mienne insiste. Et de l'image, je tire tout. De l'image, je pleure et je vis. Je ne suis riche et libre que de mon image, et de sa clarté doucement conquise et défendue. Je sers l'image d'ailleurs et la torche d'ici. Les hommes trouveront le sens de leur vie lorsqu'ils se détourneront du champ des molosses et se rappelleront de la mission, du combat et du jardin choisi pour eux. Accordez-moi des couleurs vives, quelques certitudes pour mon hamac et une vie à essayer et de quoi l'écrire. Donnez des pinceaux aux guerriers, des armes aux poètes et regardez-les construire un monde, vivre et mourir en boucle. Le privilège de l'artiste est d'éprouver la vie en entier, tout en sachant qu'il ne l'éprouve pas pour rien.